l'ultra foutage de gueule. Sale gaucher. Oui, peut-être. Je suis un rebelle officiel. Vous êtes à côté de la blague, on ne peut pas dire que vous cassez les gueules. C'est fantastique. C'est de la merde. C'est énorme. Comme ma bite. Stop. L'humour a ses limites. Elisabeth Borne veut 50% de filles en spécialité maths en terminale en 2030 après avoir constaté que les femmes sont peu représentées dans les filières scientifiques. Comment ça, elle veut plus de filles en spécialité maths? On est dans un pays moderne et civilisé. Les femmes ont accès aux mêmes opportunités que les hommes. S'il y a peu de femmes dans les filières scientifiques, c'est peut-être tout simplement parce que ces dernières intéressent moins les femmes. Et alors, qu'est-ce qu'on peut y faire? En quoi c'est un problème? Tant qu'à faire, allons au bout du raisonnement et faisons comme en Corée du Nord. Attribuons arbitrairement aux Français un futur métier en fonction des besoins, et ce, sans leur demander leur avis. D'ailleurs, pourquoi cette obsession pour les métiers scientifiques? Dans le BTP, les femmes représentent 12,3% des effectifs et seulement 1,6% sur les chantiers. Elles sont 1% des sapeurs-pompiers, 5% des peintres en bâtiment, 20% des policiers, 5% des éboueurs. Pourquoi la représentativité n'intéresse pas Elisabeth Borne dans ces métiers pénibles où les femmes sont très largement sous-représentées? Moi je sais. Bon, après pour être honnête, les femmes sont très largement surreprésentées dans d'autres métiers pénibles comme les aides-soignants où elles sont 91%. Bref, comment elle compte s'y prendre? Je ne sais pas. Dans sa déclaration, elle n'évoque jamais le terme quota, mais c'est bien de ça qu'il s'agit en filigrane, et qui dit quota dit baisser artificiellement les critères de sélection pour respecter ses quotas. Dans la catégorie Nos jeunes ont du talent et l'esprit d'initiative, saluons celle de cette jeune africaine qui a monté un business de restauration à Rosny-sous-Bois en Ile-de-France. Elle propose des plats à des prix défiant toute concurrence. Pour 2 ou 3 euros, vous pourrez repartir avec un délicieux mafé ou un tiep. Vous savez quoi, là il y a la frangine qui est juste là-bas, on va aller la voir et on va essayer de donner de la force. Il est à combien le tiep poulet? 3 euros. Oh là là, et ça pèse son poids. Je peux l'ouvrir? Déjà, de toute façon, je vais t'en prendre un déjà, c'est sûr. Ah ouais, la générosité. 3 euros, c'est pas cher. Hein. Et le mafé, il est à combien? Pareil, 3 euros. C'est incroyable. Donc vraiment des prix pas chers et bien généreux en plus. Quand on pense qu'on se creuse les méninges en France pour régler le problème de l'inflation et du chômage, les Africains ont déjà trouvé la parade et elle est très simple. Il suffit juste d'ouvrir son commerce où on veut, sans autorisation, sans payer de taxes professionnelles, de charges patronales, d'impôts et sans respecter les normes sanitaires. Il fallait y penser. Il y en a là-dedans. Après la séquence Nos Africains ont du talent, la séquence Nos bobos ont du talent. C'est une vidéo que m'a envoyée Disque Mystère sur X. Cette jeune femme a inventé un concept totalement innovant. Vous connaissiez le bar à coquillettes, le bar à cornflakes et bien désormais Strasbourg pour raconter sur sa knaquerie. Dans Skills, on est à Strasbourg et je vous emmène découvrir un nouveau concept, ça s'appelle la knaquerie et on mange des knacks. Hello. Mais comment est née cette idée? D'une rencontre avec un couple de Belges. Donc ils m'ont dit bah c'est quand même dommage parce que chez nous on a des friteries. Et j'ai dit Bah bah oui, oui. mais chez nous il nous faudrait des La knaqueries. knaquerie. Et c'est comme ça que c'est né. Ok, donc tu vois Nico, là, elles sont Ok. prêtes à déguster. Et maintenant on va pouvoir faire les cornets. La fleur. Ça c'est vu magnifique ce ça. cornet? Ça regarde comme c'est beau. Là je mets 6 sauces. Moutarde au curry, moutarde forte de Strasbourg, réfort doux, ketchup parce qu'il en faut toujours, mais attention, ketchup à l'Elor, bio, moutarde au Riesling et mayonnaise ail des ours. Oui, On a combien de sortes de sauces ici? on a 18 sauces à l'Elor et 2 sauces de chef. Ok, très bien. Est-ce que tu peux me faire toutes les sauces d'affilée comme ça? La douce au Riesling, la douce à la bière, la douce à la knack, la douce nature, la forte de Strasbourg, l'ail des ours, la piment, la ail finzerne, la noix, la moue de raisin et la petite dernière au curry. Il y a le panneau juste en face. Bon, et tu vois Nico, faut quand même qu'on pense à tous les gens qui mangent pas de porc, donc on a fait des knacks de volaille, qui sont cuites à part, avec des instruments à part, qui sont mises en chaud à part. Comme pour le bar à coquillettes et le bar à cornflakes, le destin de son restaurant, on le connaît. Elle va faire son petit buzz chez les bobos golems pendant quelques mois, puis elle va mettre la clé sous la porte quand les gens réaliseront que c'est quand même un sacré foutage de gueule. La knacky, c'est déjà en soi un produit relativement banal et d'une qualité toute relative, surtout si elle est industrielle, mais aussi, c'est pas un produit dont on se gave en guise de repas. La knacky, c'est un ingrédient dans les plats, dans les sandwichs ou en petits fours enrobés de pâtes en apéro, mais qui peut se gaver de dizaines de knacky en guise de repas? Ce 6 mai a eu lieu à l'Assemblée nationale le vote d'une résolution ayant pour thème la demande de libération de Boualem Sansal, emprisonné dans les geôles algériennes depuis novembre 2024 et récemment condamné par la justice algérienne à 5 ans de prison pour atteinte à l'unité nationale. Cette résolution a pour but de lancer une série de mesures de sanctions au niveau européen pour faire pression sur le gouvernement algérien. 1, 2, 3. Viva l'Algérie! Et devinez quoi, la France Insoumise, fidèle à elle-même, a massivement voté contre cette résolution, prétextant que cette dernière serait un moyen d'instrumentaliser Boualem Sansal afin de régler nos comptes avec l'Algérie. Éric Coquerel a rajouté « On n'obtient pas des choses avec l'Algérie sous la menace, le chantage et la confrontation. » Ah ouais, et on les obtient comment alors? Par la discussion? Par la soumission? L'Algérie est un régime voyou qui ne comprend que la force, et Coquerel le sait. Comme d'habitude, LFI nous prend pour des imbéciles. Personne n'est dupe, Boualem Sansal est leur ennemi politique et ça les arrange bien que Alger fasse le sale boulot à leur place. Boulot que LFI n'aurait pas hésité à faire elle-même s'ils étaient au pouvoir.
Actu suivante. Après plusieurs semaines de fortes tensions entre l'Inde et le Pakistan, l'Inde a lancé les hostilités en représailles aux récents attentats islamistes dans la région du Cachemire ayant causé la mort de 26 personnes. L'Inde affirme avoir détruit 9 camps terroristes à l'aide de missiles et le Pakistan affirme avoir détruit 5 avions indiens dont 3 Rafales. Je vais pas rentrer dans les détails de ce conflit. Je vous avoue que déjà que les guerres des autres ne m'intéressent pas, mais en plus des Pakis et des hindous qui se foutent sur la tronche, ça m'indiffère encore plus. Néanmoins, je m'interroge sur le rôle de l'arme nucléaire. Vous n'êtes pas sans ignorer que Inde et Pakistan sont toutes deux des puissances nucléaires. Mais voilà, le but de l'arme nucléaire est la dissuasion, et quand votre ennemi en possède aussi, et donc que les deux entités peuvent s'anéantir mutuellement, ça s'annule. Et même si vous ne possédez pas l'arme nucléaire mais que votre ennemi en possède, à moins que votre pays soit totalement isolé sur la scène internationale ou qu'il ait la terre entière contre lui, avec le jeu des alliances géopolitiques, il y aura toujours une puissance nucléaire amie pas loin, prête à entrer dans le conflit. Bref, avec la prolifération de l'arme atomique, la planète entière se neutralise. C'est logique. À moins qu'on tombe sur un fou furieux, personne ne s'en servira jamais, puisque ça signifierait l'escalade et la fin de notre monde. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on revient aux fondamentaux, la guerre à l'ancienne à coups de missiles, de troupes au sol, plus récemment de drones, etc. Moralité, la dissuasion nucléaire sert plus à rien. On voit régulièrement tourner sur les réseaux sociaux des vidéos de rassemblements de voitures de luxe, généralement des locations pour des mariages ou des tournages de clips de rap. Les internautes s'étonnent naturellement et se demandent comment ces personnes issues de milieux pauvres sont en mesure de louer ce genre de véhicule. En effet, louer un véhicule de luxe c'est cher et les conditions de location très strictes et encadrées. Il faut généralement avoir au minimum 20 ou 30 ans et un nombre minimum d'années de permis. Certaines agences exigent une vérification approfondie du permis pour éviter les locations à des conducteurs sans permis valide. Concernant la caution, une somme élevée est exigée, presque toujours par empreinte bancaire, équivalent généralement à 10% du prix du véhicule. Sur une Lamborghini Huracan Spider par exemple, ce sera entre 12 000 et 18 000 euros de caution. Une assurance tout risque est généralement incluse, mais avec une franchise élevée, de 5 000 à 18 000 euros selon le modèle. Bref, tout le monde suppose que ceux qui louent ce genre de bagnole pour des mariages en banlieue sont nécessairement de grands délinquants pour qui l'argent n'est pas un problème. Si c'est probablement le cas pour un certain nombre d'entre eux, pour la plupart ce n'est pas le cas, puisqu'ils ne passent pas par les circuits officiels, c'est-à-dire les agences qui ont pignon sur rue, et ce pour plusieurs raisons. Pour bénéficier de tarifs défiant toute concurrence, mais également pour éviter de laisser des traces. Il est logique qu'un dealer va pas aller claquer sa thune dans une agence de location officielle et risquer de se faire repérer par les autorités compétentes. Quid de ces agences alternatives ? Eh bien, le blanchiment d'argent via les locations de voitures de luxe dans les banlieues est une pratique courante de réseaux criminels pour dissimuler l'origine illégale de fonds issus de trafic. Comment ça marche ? Eh bien, les criminels achètent des véhicules haut de gamme avec de l'argent liquide ou via des montages financiers complexes, comme des sociétés écrans ou des prête-noms, achats souvent réalisés à l'étranger, notamment en Allemagne ou en Pologne, et ce pour contourner les contrôles fiscaux. Les voitures sont ensuite intégrées dans des sociétés de location de véhicules de luxe, souvent basées dans des zones sensibles en banlieue. Ces sociétés servent de lessiveuses. L'argent sale est injecté dans leur compte sous forme de paiement pour des locations fictives ou réelles, rendant les fonds légitimes en apparence. Des montages comme l'utilisation de plaques étrangères, par exemple en Andorre, permettent d'échapper aux taxes comme la TVA. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'être un baron de la drogue pour louer des Lamborghini ou des Maserati. Même des gens aux revenus plus modestes peuvent y avoir accès pour quelques centaines d'euros, et il ne leur est demandé ni permis valide, ni caution, ni franchise ou quoi que ce soit. On vous fait un prix d'amis à 400 balles et derrière on fait de fausses factures comme si vous l'avez loué à 10 000 balles et la différence c'est le blanchiment de l'argent sale. On est en droit de se demander pourquoi ce système pourtant documenté perdure encore. D'une part, ce business de blanchiment d'argent n'est pas fait par des amateurs mais par des réseaux criminels structurés et les montages financiers sont tellement complexes qu'ils nécessitent des années d'enquête. D'autre part, on est en France les gars, le pays de l'impunité où les délinquants n'en ont pas grand chose à foutre de l'état de droit. On termine avec le conclave qui s'est conclu hier avec l'élection du nouveau pape Daniel Prévost. Pardon, c'est pas celui-là, mais plutôt l'américain Robert Francis Prévost qui prendra le nom de Léon XIV. Les droitards seront probablement déçus de ne pas avoir vu l'élection du cardinal Robert Sarah, probablement écarté pour son positionnement jugé trop conservateur et trop clivant. Bah, en vérité, tout le monde se fiche du pape, les catholiques compris. Le Vatican, c'est surtout symbolique, c'est pour le folklore. Les guides du catholique sont Dieu, Jésus-Christ et la Vierge Marie. Peu importe qui est le nouveau pape et quels sont ses positionnements en termes de pratique de la foi ou sur les questions sociétales et politiques. Le catholique pratiquant continuera de pratiquer sa foi comme il l'entend, et si le pape est sur la même longueur d'onde que lui, ça l'arrange, s'il ne l'est pas, tant pis. Voilà, cette revue d'actu est à présent terminée. N'oubliez pas de soutenir mon travail en contribuant à ma cagnotte Litchi, le lien est en description. Faites-vous plaisir en lâchant un petit billet et surtout faites-moi plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo enrichissante. Allez, ciao. I know you like me, I know you like me, I know you do, I know you do. That's why whenever I come around, she's all over you. I know you want me, I know you want me,
It's easy to see, it's easy to feel. And in the back of your mind, I know you should be on with you. Don't you wish your girlfriend was high like